vous écoutez En vol d'aile et aujourd'hui nous allons parler de nos émotions et en particulier de comment éviter qu'elles débordent. Bienvenue sur En vol d'aile, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Les émotions, c'est tout un chapitre qui m'a occupée pendant longtemps. Non seulement mes propres émotions, mais aussi celles de mes proches et en particulier de mes enfants. Si vous en avez aussi, vous savez pourquoi je dis ça. Avec un enfant, on ne peut pas ignorer les émotions. Elles vous sautent à la figure et aux oreilles à tout moment du jour et de la nuit. Et leurs émotions vont venir toucher les nôtres, c'est inévitable. Donc avec mes enfants, j'ai fait face à un tsunami émotionnel. Le leur et le mien, et avec des proportions bien différentes de ce que j'avais connu jusque-là. Je vis les émotions intensément depuis toujours, et j'avais développé des stratégies pour les traverser au fil des années, plus ou moins efficacement. Mais face à mes enfants, ces stratégies ne fonctionnaient plus, car souvent elles supposaient de pouvoir me retirer seule, d'avoir le temps de déposer et de démêler ce que je vivais. Donc, à la place, j'accumulais les émotions. Et je pense que nous sommes nombreux à le faire, à accumuler les émotions au fil de notre journée. Comme une marmite à pression sur le feu, on garde le couvercle bien fermé et la pression augmente à l'intérieur sans pouvoir s'échapper jusqu'à l'explosion, jusqu'au tsunami qui balaye tout sur son passage pour la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le souci n'étant pas la goutte d'eau, mais tout ce que nous avons accumulé jusque-là. Si la 1000e goutte fait déborder le vase, il a fallu auparavant les 999 autres dont on n'a pas tenu compte. Bref, je me suis retrouvée démunie face à ce flot d'émotions que je ne pouvais plus gérer de la même façon qu'avant. Alors là au milieu, j'ai appris par mes lectures et par les entraînements pratiques avec mes enfants. Je n'avais pas envie de nier le tsunami, c'est-à-dire de faire comme s'il n'était pas là, ni de l'écraser pour qu'il devienne inexistant. J'avais envie d'apprendre et de permettre à mes enfants d'apprendre à vivre avec leurs émotions, ne pas être tyrannisés par elles, ne pas être leur tyran non plus, mais plutôt comment collaborer avec elles fructueusement. Petite parenthèse, pas que vous croyiez que je suis arrivée à la ceinture noire et que c'est de là que je vous parle, non, je suis en chemin, j'ai clairement progressé à ce sujet et j'ai aussi clairement du chemin encore devant moi. Ceci dit, j'apprends encore à mettre mes émotions à la bonne place. Je ne suis pas mes émotions, même si elles font partie de moi. Elles sont des signaux précieux à prendre en compte, elles sont des messagères quant à l'état de mes besoins. Elles ne sont pas une fin en soi, mais elles nous délivrent des informations importantes. Quand l'émotion a pu délivrer son message, qu'il a été reçu, elle peut s'en aller. Imaginons qu'elle vient frapper à notre porte, si nous lui ouvrons et écoutons ce qu'elle a à nous dire, elle va le faire, puis s'en aller, contente d'avoir rempli son rôle. Si nous ne lui ouvrons pas, que va-t-elle faire ? Elle va continuer à frapper plus fort. Et alors, si nous refusons encore de lui ouvrir, elle va finalement décider de délivrer son message d'une autre façon, par notre corps très certainement. J'ai souvent entendu des discours méfiants vis-à-vis de nos émotions, qu'elles sont potentiellement dangereuses, qu'il ne faut pas leur prêter attention, mais les faire taire avec notre raison pour ne pas se laisser manipuler par elles. Je pense que nous devons distinguer l'émotion et l'action. J'ai le droit de ressentir l'émotion que je ressens. C'est ainsi en fait. L'émotion est là, je ressens ça et c'est ok. Je n'ai pas besoin de me juger de ressentir ça. C'est une réponse physiologique à quelque chose que je suis en train de vivre ou de penser. Par contre, je n'ai pas le droit d'agir n'importe comment sous prétexte de cette émotion. J'ai le choix. Comme le dit Stephen Covey, entre le stimuli et l'action, j'ai le choix. Entre l'émotion que je vis et le comportement que j'adopte, j'ai le choix. Parfois, il peut nous sembler inexistant, tant cela peut se passer vite. Et pourtant, il est là si nous prenons la peine de bien regarder. Je pense que nous aurons une meilleure maîtrise de nous, c'est-à-dire une maîtrise de ce que nous faisons, de la manière dont nous agissons, si nous sommes capables d'accueillir, d'écouter et de tenir compte de nos émotions. Car attention, il ne s'agit pas de maîtriser nos émotions. Ça, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Non, il s'agit de les accueillir,
de trouver des façons de les exprimer qui soient respectueuses pour soi et pour les autres, de comprendre le message qu'elles nous délivrent, et ensuite des multiples manières de remplir le besoin en cause. Autrement, ce n'est qu'une façade en carton, et l'émotion finira par surgir d'une manière ou d'une autre, telle la cocotte minute de tout à l'heure. Pour éviter le débordement, nous avons besoin d'évacuer nos émotions. Comme une fontaine qui se remplit d'eau a besoin d'un écoulement. Autrement, à un moment donné, elle déborde et met de l'eau partout. Alors, comment peut-on faire ça ? Une première étape, c'est déjà d'être conscient de nos ressentis. Est-ce que je suis attentif à ça au long de mes journées ? Est-ce que je prends régulièrement des micro-pauses pour me demander comment je vais, reconnaître les malaises qui peuvent se manifester dans mon corps, situer l'émotion et ses effets physiques ? Puis, est-ce que je sais nommer l'émotion que je suis en train de vivre ? Nos ressentis physiques sont une première indication. Et si nous ne sommes pas familiers avec ce domaine des émotions, c'est un bon endroit pour commencer. Reconnaître les sensations corporelles, leur emplacement, leur intensité, si c'est agréable ou pas. On peut essayer de les décrire avec des mots ou avec une image. Un pas de plus, ça sera essayer de nommer l'émotion. Pour ça, on peut utiliser des listes trouvables sur Internet pour nous aider à mettre le doigt sur ce qui se passe en nous. Je vous en mettrai une en lien dans les notes de l'épisode. Ces listes sont vraiment une aide, car on peut les parcourir et tout d'un coup, un mot ou un autre nous fera tilt. Et d'ailleurs, ce n'est pas impossible que vous viviez plusieurs émotions à la fois. Mettre un mot sur l'émotion qui nous habite, la nommer, ça nous aide déjà beaucoup pour sortir de la confusion, sortir du nœud de la tempête. En la nommant, on lui donne une forme, on peut alors l'observer au lieu d'être emmêlé dedans. Si tout ceci vous est étranger, je vous recommande beaucoup de patience et de bienveillance envers vous-même. C'est comme un nouvel alphabet à apprendre. Ça ne va pas se faire en un jour. Le simple fait que vous y prêtiez attention, que vous essayez ces 2 étapes régulièrement, eh bien, petit à petit, vous allez vous familiariser avec vos ressentis, avec les différents noms des émotions, et vous arriverez de mieux en mieux à les identifier. Donc, pour évacuer nos émotions et éviter le débordement, on vient de voir que leur prêter attention, remarquer nos ressentis, essayer de nommer l'émotion qui nous habite, c'est déjà une première étape pour faire baisser la pression. On est déjà en train d'ouvrir la porte à l'émotion qui frappe, à la prendre en considération. Une deuxième étape pour faire baisser la pression sera d'exprimer l'émotion. Pour ceci, plusieurs options sont possibles. On peut en parler à une personne de confiance qui est présente à ce moment-là, on peut faire un audio à une amie de confiance ou un message, on peut l'écrire sur un bout de papier ou dans notre journal ou sur une application de prise de notes, on peut la dire à haute voix si nous sommes seuls ou si vous êtes croyante, vous pouvez aussi prier et raconter tout ce que vous vivez à Dieu. On peut aussi imaginer l'exprimer sous forme créative, dessiner, peindre, chanter, scrapbooker, etc. Prenez la façon de faire qui vous est le plus facile pour commencer et qui est à votre portée. Et en le faisant, nous pouvons aussi nous demander de quoi nous avons besoin. Je sais que cette partie-là est encore moins naturelle et habituelle, en tout cas, ça ne l'était pas pour moi. Souvent, je restais comme bloquée au niveau de mes émotions. Mais rappelons-nous, elles sont des messagères sur l'état de nos besoins. D'après la communication non violente, c'est plutôt simple. Des émotions agréables indiquent des besoins satisfaits, tandis que des émotions désagréables pointent des besoins insatisfaits. Là aussi, il existe des listes, des besoins qui peuvent nous aider à découvrir lequel est concerné. Je vous en mettrai une également en lien dans les notes. Descendre du niveau des émotions à celui des besoins, c'est nous permettre de vivre un premier soulagement. Un besoin a déjà besoin d'être reconnu, avant tout. Puis, on pourra trouver différentes manières de le remplir pour y répondre. Restez attentif aussi à vos ressentis après l'expression. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que le malaise s'est déplacé ? Est-il encore présent ? Parfois, ça peut nécessiter d'y passer plus de temps ou d'y revenir plus tard à un autre moment. C'est sans doute qu'il y a encore des éléments importants à découvrir. Mais normalement, cette première prise en compte devrait déjà apporter un soulagement. Bon, c'est tout un programme, hein ? Et si en plus on s'imagine avec des enfants ou avec d'autres personnes, ce n'est pas simple de s'extraire pour prendre ce temps. Et pourtant, c'est possible, même si ça sera bien sûr très court. Par exemple, en s'enfermant dans les toilettes, en s'arrêtant et en prenant 3 grandes respirations abdominales, en ouvrant grand la fenêtre pour inspirer de l'air frais,
en parcourant nos listes d'émotions et de besoins. Ça n'a pas besoin d'être long pour compter. Mieux vaut plusieurs micro-moments que rien du tout. Ces micro-moments de conscience sur nos ressentis, nos sensations, pour essayer de nommer l'émotion, c'est déjà une première façon de baisser la pression à la place d'accumuler et de mettre le couvercle dessus comme si de rien n'était. Et nous pouvons aussi exprimer en une phrase notre émotion, notre besoin et la demande en lien. Ici, je pense en particulier quand nous sommes avec nos enfants, car ils n'ont pas besoin de nos longues explications. Peut-être bien que nous aurons besoin de temps plus longs à part, qu'on va prendre à un autre moment pour pouvoir s'exprimer plus longuement et descendre au niveau des besoins pour réellement comprendre ce qui est en train de se passer pour nous. Et je vous encourage vivement à le faire et à vous dédier ces moments. Avec les enfants, ce sont vraiment de formidables partenaires d'apprentissage, car avec eux, on peut facilement s'entraîner à nommer les émotions et aussi celles que eux y vivent. Il existe des supports tels que des cartes illustrées, des peluches ou autres qui leur permettent de sélectionner comment ils se sentent, puis de quoi ils ont besoin en ce moment. Ils le feront d'autant mieux si nous montrons l'exemple et que nous le faisons aussi avec eux. On peut aussi s'entraîner quand on lit un livre, quand on regarde un dessin animé et se demander l'un à l'autre, tiens, à ton avis, lui, il ressent quoi? Et de quoi est-ce qu'il aurait besoin? Si vous n'avez pas d'enfant, en adaptant un peu, ça marche aussi avec les collègues ou le conjoint. Je pense en particulier à la maison, les listes peuvent être facilement à disposition et utilisables aussi entre adultes. Donc pour résumer, on a vu que pour éviter le débordement, on peut apprendre à reconnaître nos ressentis, nos sensations. On peut apprendre à nommer l'émotion qu'on est en train de vivre. Pour ça, il existe des listes, des supports pour nous aider. Et ensuite, on peut apprendre à exprimer l'émotion. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de découvertes et d'aventures passionnantes avec vos émotions. Et si vous avez besoin d'un accompagnement à ce sujet, sachez que je suis disponible pour le faire. Contactez-moi pour que nous puissions en discuter ensemble. D'une manière ou d'une autre, je vous dis à tout bientôt.